Au Sénégal, nouvelle rallonge du mandat des élus locaux. La décision a été prise en Conseil des ministres. L'organisation des élections dans les communes est subordonnée à la tenue de dialogues qui piétinent. Au Maroc, le ministère de l'Intérieur prévient l'historien franco-marocain Mahati Monjib. Ces déclarations portent atteinte à l'image du royaume. Il est sorti de prison il y a quelques jours. Et puis au Japon, la flamme olympique a entamé son parcours ce jeudi avant le lancement des JO. La compétition avait été reportée l'année dernière en raison de la pandémie du coronavirus. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Sénégal, les élus locaux restent en poste. Leur mandat vient de nouveau d'être prorogé. Une prorogation qui intervient donc après un nouveau report des élections locales initialement prévues avant la fin du mois de mars. Le gouvernement sénégalais vient d'annoncer une nouvelle prolongation du mandat des élus locaux. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseils départementaux et municipaux, a indiqué un communiqué du gouvernement publié ce mercredi. C'est le troisième report de ces scrutins locaux qui devaient initialement se tenir en mars 2019. Mais aucune nouvelle date n'a été donnée pour la tenue de ces élections locales. Pour rappel, la tenue des élections locales est conditionnée aux travaux du dialogue national lancé en mai 2019 pour trouver des points de consensus, notamment dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Pour restaurer la confiance avec l'opposition, le président Macky Sall, réélu en février 2019, avait lancé ce dialogue. Il s'était engagé à mettre en œuvre les consensus qui sortiront de cette consultation boycottée par une partie de l'opposition, officiellement toujours en cours et dont la durée n'a pas été précisée. Les élections locales ne vont pas se tenir sans la fin du dialogue national. Les participants à ce dialogue national se sont entendus pour auditer le fichier électoral et évaluer le processus électoral avant de tenir ces élections, ce qui n'est pas encore fait, a expliqué un expert électoral. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara a présidé ce mercredi à Abidjan le dernier conseil des ministres du gouvernement du Premier ministre Ahmed Bakayoko décidé récemment. À cette occasion, le chef de l'État a donc promis la formation très prochainement d'une nouvelle équipe gouvernementale. Le gouvernement du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko a tenu ce mercredi son dernier conseil des ministres. À l'issue de ce dernier conseil, le président Alassane Ouattara a déclaré qu'il procédera dans les prochains jours à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé de lui proposer un nouveau gouvernement. Le chef de l'État s'est également félicité du bon déroulement des élections législatives du 6 mars dernier, dans un climat de paix avec la participation de tous les partis politiques. Le président Alassane Ouattara a aussi annoncé la rentrée solennelle de l'Assemblée nationale le 1er avril et celle du Sénat le 13 avril. Depuis 2017, les gouvernements ivoiriens ont été dirigés par deux premiers ministres, décédés à 8 mois d'intervalle des suites de maladies. Il s'agit d'Amadou Gon Coulibaly, mort à 62 ans le 8 juillet 2020, et de Ahmed Bakayoko, mort à 56 ans le 10 mars dernier. La charge de Premier ministre par intérim est actuellement assurée par Patrick Hachi, ex-secrétaire général de la présidence. Celle de ministre de la Défense qu'occupait également Ahmed Bakayoko est temporairement assurée par Téné Birahima Ouattara, frère cadet du président. Et on reste toujours en Côte d'Ivoire pour évoquer ce procès d'un ancien chef de guerre accusé d'assassinat massif dans l'ouest du pays. C'était en 2011. Le procès s'est donc ouvert devant la cour d'assises d'Abidjan. Amadé Ouirini était jugé par le tribunal criminel d'Abidjan pour son implication présumée dans la prise du Douékoué dans l'ouest du pays. Amadé Ouirini, ancien chef de guerre, est jugé par le tribunal criminel d'Abidjan pour son implication présumée dans la prise de Douékoué en 2011 dans l'ouest du pays.
La ville est le théâtre de massacres qui fait plus de 800 morts selon le Comité international de la Croix-Rouge. Arrêté en 2013, Amadé Ouéréni est accusé d'être l'un des artisans de ce massacre de Douékoué. Il comparait seul. Les tueries du 28 mars 2011 dans le quartier Carrefour de la ville de Douékoué ont été commises par les hommes de Ouéréni, assassinat, viol, participation à un soulèvement insurrectionnel, traitement inhumain et dégradant selon l'acte d'accusation lu à l'ouverture du procès. Chef de gang, puis chef d'une milice qui a martyrisé les populations locales, le prévenu, de parents originaires du Burkina Faso, a placé la région sous sa coupe et jeté son dévolu sur les riches terres du mont Péco, une forêt classée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'ouest, zone de cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, a été l'un des points chauds de la crise post-électorale de 2010-2011, née du refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Alassane Ouattara et qui avait fait 3000 morts. Ouéréni, qui risque une peine de 20 ans de prison ou la perpétuité, a nié être l'auteur de cette tuerie. Il a tenté d'expliquer qu'il était sous les ordres d'un chef rebelle, le lieutenant Koulibaly, surnommé Koul. Pour autant, il se défend d'avoir participé au massacre. Selon l'ONU et plusieurs organisations internationales, la prise de Douékoué en mars 2011 par les combattants pro-Ouattara s'est accompagnée de massacres à grande échelle. Au Maroc, le ministère de l'Intérieur a accusé l'historien franco-marocain Mati Mongib de porter atteinte à l'image du royaume en matière des droits de l'homme, et ce, avec des déclarations jugées irresponsables faites à sa sortie de prison. Incarcéré depuis 3 mois pour des accusations de fraude, le défenseur des droits humains a été remis en liberté provisoire ce mardi soir sur décision du juge d'instruction après 19 jours de grève de la faim. À sa sortie de prison, l'historien franco-marocain Mati Mongib a affirmé que son arrestation était liée à un article récent intitulé « L'infrastructure secrète qui menace la sécurité des Marocains ». Dans cet article, l'homme, connu pour ses critiques ouvertes contre le pouvoir, évoquait notamment l'État parallèle qui cible les militants au Maroc. Les accusations contre moi sont fabriquées par la police politique. Maintenant que je jouis de la liberté provisoire, je vais militer pour la libération des autres détenus d'opinion, a déclaré Mati Mongib. Le ministère de l'Intérieur a réfuté catégoriquement ces allégations tendancieuses dans un communiqué. Mati Mongib a porté atteinte aux institutions de l'État en évoquant de mauvaise foi et loin de la réalité des concepts comme la police politique, la sécurité politique et l'existence d'une structure secrète menaçant la sécurité des Marocains, dit ce texte. Ces manœuvres abjectes ne seront dissuader les institutions de l'État de poursuivre l'application correcte et ferme des dispositions juridiques à l'encontre de tous ceux qui croient bénéficier de l'immunité juridique pour le simple fait qu'ils détiennent la double nationalité, a averti le ministère dans un communiqué. Le Kenya a annoncé son intention de fermer définitivement 2 camps de réfugiés qui accueillent plus de 400 000 personnes. Le ministère de l'Intérieur a demandé à l'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés, l'UNHCR, de proposer d'ici 14 jours un plan de la fermeture de ces 2 camps. Ces dernières années, le Kenya a plusieurs fois menacé de fermer le camp de réfugiés de Dadaab, présenté comme un risque pour sa sécurité et un terrain de recrutement pour les militants islamistes somaliens Shebab. Le ministère de l'Intérieur a demandé à l'Agence des Nations Unies, en charge des réfugiés, de proposer d'ici 14 jours un plan pour la fermeture de Kakuma et de Dadaab, ouverts respectivement il y a 29 et 30 ans. Quelques 190 000 personnes, majoritairement venues du Soudan du Sud, vivent à Kakuma, à l'extrême nord-ouest du Kenya. Dadaab, situé au nord-est, près de la Somalie, accueille près de 250 000 réfugiés, essentiellement des Somaliens, qui ont fui leur pays après le début de la guerre civile, en 1991. Aucune date n'a été publiquement proposée pour ces fermetures. Pour le HCR, cette décision aurait un impact sur la protection des réfugiés au Kenya, notamment dans le contexte de l'actuelle pandémie de Covid-19. Le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il n'y avait pas de place pour des négociations supplémentaires à ce sujet, selon un communiqué publié par son ministère sur Twitter. Les autorités kenyanes ont affirmé, sans fournir de preuves, que des islamistes Shebab avaient organisé depuis le camp de Dadaab des attaques contre le centre commercial Westgate à Nairobi en 2013 et l'université de Garissa en 2015. En 2016, le gouvernement avait annoncé son intention de fermer Dadaab.
Mais l'année suivante, la Haute Cour de justice avait jugé ce projet inconstitutionnel, arguant qu'il violait les engagements internationaux du Kenya et représentait une persécution à l'encontre des réfugiés. Et en sport à présent, le relais de la flamme olympique des Jeux de Tokyo, reporté à cet été en raison de la pandémie du coronavirus, a été lancé ce jeudi initialement sans public dans le département de Fukushima. Ces Jeux se tiennent donc en période de pandémie et les organisateurs tentent de dissiper les inquiétudes d'une population japonaise réticente. La torche métallique d'or rose, au sommet en forme de fleurs de cerisier, a été enflammée au sein du très symbolique complexe sportif J-Village qui avait servi de base aux opérations de secours après la catastrophe nucléaire du 11 mars 2011, consécutive à un séisme et à un tsunami dans le nord-est du Japon. S'exprimant lors d'une cérémonie, la présidente de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a dit espérer que la flamme olympique serait un rayon de lumière au bout de l'obscurité. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment. Alors j'espère que ça pourrait amener un peu de positif aux gens, a déclaré Aya Sameshima, championne du monde de football en 2011, qui a pris part au relais avec ses anciennes camarades. L'événement auquel 10 000 coureurs doivent participer pendant 121 jours sera, comme ces JO, très différent des précédents. Les spectateurs tenus à l'écart de la cérémonie de départ et du premier tronçon devant être masqués et priés de retenir leurs acclamations. Le public pourra suivre le reste du parcours de la flamme qui passera par les 47 départements du Japon avant d'arriver au stade national de Tokyo pour la cérémonie d'ouverture des Jeux le 23 juillet. À cause des règles sanitaires, cela manque un peu de ferveur, a regretté jeudi Tetsuya Osawa, venu de la banlieue de Tokyo pour voir le relais. Sans la pandémie, il y aurait eu davantage de monde et d'excitation, a-t-il dit, tout en saluant un pas vers la réhabilitation de Fukushima. Mais l'ambiance était plutôt festive sur le parcours, notamment à Iwaki, la plus grande ville traversée par le relais jeudi. Tout le long du parcours, les coureurs visiblement ravis de brandir la torche rivalisaient d'imagination pour chorégraphier leur passage de flamme, tandis que chants et roulements de tambour retentissaient ça et là. La flamme est arrivée au Japon en mars 2020, 4 jours seulement avant la décision du report des Jeux à cause du coronavirus. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Restez informés à chaque instant sur Sika.